Bonsoir à toutes et à tous. Le dépistage sauve des vies, c'est le message de la première dame Dominique Ouattara ce mercredi. Elle a lancé la campagne officielle d'Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein. Si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui deuxième producteur africain de palmiers à huile, la filière continue de rencontrer d'importantes difficultés. Les acteurs brisent le silence et vous entendrez leurs cris de cœur. Depuis près de 30 ans, le mois d'octobre est dédié à l'information, à la prévention et à la lutte contre le cancer du sein, le plus mortel chez les femmes en Côte d'Ivoire. À l'occasion d'Octobre Rose, la première dame Dominique Ouattara a lancé les activités officielles de la campagne dans le pays. C'était au CNRAO et en présence de Nadja Elja et Kimo Eric. Le sourire sur les lèvres, ces femmes, atteintes du cancer du sein, esquissent des pas de danse aux côtés de la directrice du CNRAO où elles sont soignées. Un message de résilience pour dire « Le cancer du sein n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire ». Le verdict est tombé. J'avais bel et bien un cancer du sein. Là, le monde s'est effondré autour de moi. J'étais désespérée, abattue. J'ai pleuré dans mon coin, j'étais prostrée. Et soudain, des images me sont apparues. Celles des patientes du centre que j'encadrais au sport dans le cadre des soins d'accompagnement du CNRAO. Leur joie de vivre, leur courage, les fous rires que l'on partageait lors des séances. Et c'est comme si un poids venait de m'être enlevé. Au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, plusieurs malades du cancer du sein ont retrouvé espoir. Grâce au CNRAO, la Côte d'Ivoire a réduit de 25% le risque de décès par cancer du sein. Sur instruction de nos autorités, aucun traitement n'est retardé pour insuffisance d'argent ou pour manque d'argent. Les personnes sont d'abord traitées et ont la possibilité de payer en différé et même par fractionnement si elles le souhaitent. Depuis l'ouverture, l'hôpital a reçu plus de 10 000 nouveaux patients et 1818 personnes exactement au 30 septembre 2023 avaient été reçues ici pour un cancer du sein. À 3 ans, tous les stades confondus, 63 personnes étaient en vie sur 100. Mais lorsqu'on a extrait le sous-groupe de personnes chez qui ça avait été découvert tôt au décours d'un dépistage, on s'est rendu compte que 81 personnes étaient en vie, d'où l'intérêt du dépistage. Fortement répandu auprès de la jante féminine, avec 99% des cas contre 1% chez l'homme, la sensibilisation contre cette affection est l'affaire de tous, notamment au sommet de l'État avec l'engagement de la Première Dame. J'encourage toutes nos sœurs à faire un dépistage systématique chaque année. Il est primordial d'aller vous faire consulter même si vous ne ressentez aucun signe particulier. Votre santé en dépend et le bien-être de votre famille également. Mes encouragements vont aussi à l'endroit de mes chères sœurs et mes chères filles touchées par cette maladie. Je salue votre résilience et vous avez toute mon affection. À toutes les personnes qui luttent contre le cancer en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Une plateforme digitale baptisée CNRAO Stop Cancer est désormais disponible pour informer et sensibiliser sur cette maladie. En Côte d'Ivoire, le cancer du sein représente 19,1% de tous les cas de cancer enregistrés et 33,4% des cancers féminins. S'il est découvert tôt et correctement traité, le cancer du sein peut se guérir en évitant l'ablation du sein et la chimiothérapie. Routes impraticables dans les zones de production, mais vente des produits pris en suspens. Les acteurs de la filière palmier à huile sortent du silence dans ce journal. Si le pays se positionne en deuxième producteur africain, cette réalité met en lumière les difficultés auxquelles le secteur est confronté. Dans le sud Comoé, Mardo Chekwasi, accompagné de Cheikh Bleu. Kofikro, village situé sur l'axe Bonois à Boisseau. Ici, l'une des principales activités des habitants, c'est la culture du palmier à huile. Aboubakar Koulibaly en a fait sa principale source de revenus. Une décision qu'il est certainement en train de regretter au vu des difficultés auxquelles il est aujourd'hui confronté. Chaque semaine, chaque 15 jours, on récolte nos grains pour envoyer à l'usine. Brusquement, hier, je suis allé récolter. On me dit que les usines ont fermé les usines. Donc, que les produits ne vont pas à l'usine. Donc, je suis obligé
de faire ça comme ça, avec la famille, pour qu'on puisse survivre un peu. Nous avons déjà perdu, puisque à l'usine, si on a envoyé à l'usine, on allait s'en sortir. Des difficultés que partage cette sexagénaire, veuve de planteur, vivant dans un autre village à quelques kilomètres de Kofikro. Nous voulons que vous augmentiez le prix du kilogramme de graines. Si vous voyez que les planteurs vendent leurs graines à vil prix, c'est parce que les usines sont fermées. Si ces acheteurs leur permettent d'avoir quelque chose à manger, pourquoi ne pas leur vendre la graine qui risque de pourrir? Un des problèmes majeurs auxquels sont confrontés les planteurs de palmiers à huile de la région du Sud Comoé, c'est l'état de dégradation avancé des pistes. Une situation qui entraîne de lourdes pertes pour ces acteurs majeurs de la filière. Les planteurs ont des difficultés de faire sortir leur production parce que les camions ne peuvent plus aller dans les plantations pour prendre. Donc ça fait que jusqu'à aujourd'hui, aucune production ne peut sortir. Tout est en train de pourrir en brousse. Quand il n'y a pas de route, le planteur qui est au fond de la brousse, qui récolte, si les camions ne peuvent pas aller acheter, le premier camion qui se débrouille pour arriver là, ben, il va pratiquer le prix qu'il veut. Et tu es obligé de vendre à ce prix-là. Tu vas faire comment? Tu vas manger tes fruits et des graines là pour vivre. Ces taxes en piteux état traversent plusieurs milliers d'hectares de champs de palmiers à huile qui appartiennent à des centaines de planteurs, des producteurs qui font également face à la mévente de leurs produits. Les prix mensuels de la tonne arrivent souvent trop tard et ne sont pas respectés par les acheteurs. C'est comme si tu travailles, quelqu'un qui travaille, et puis il ne sait pas combien il sera payé. Et d'ailleurs même, pour que la production soit achetée, il faut que les usines travaillent. Les usines sont fermées. Et comme les usines sont fermées, ça veut dire que la filière a arrêté, rien ne bouge. J'ai vu comment, je mange comment, mes enfants mangent comment, ils se soignent comment, ils s'habillent comment. Des retards dans la fixation des prix qui n'affectent pas que les producteurs, les acheteurs intermédiaires et les transformateurs sont aussi directement impactés et sont même menacés de faillite. Nos usines sont fermées, donc on n'arrive pas à acheter la graine puisque en payant la graine pourrie sous nos mains, on ne sait pas où aller avec. Si tous ces problèmes ne sont pas réglés jusqu'à 2 semaines, on pense à arrêter tout. Parce qu'on ne s'en sort même pas du tout. Depuis pratiquement 2 ans, nous travaillons difficilement. Cette année, ça a été vraiment catastrophique. Nous avons pris un coup, puisqu'on était concurrencé par l'huile importée de l'Asie. À côté de ça, si le planteur ne sait pas combien on va acheter son régime et que nous ne savons pas combien nous allons vendre notre huile. Donc pratiquement l'usine tourne en dessous de sa capacité. Les yeux des acteurs sont donc tournés vers l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH, chargée de fixer les prix et d'entretenir les pistes dans les zones de production. Des prix qui sont fixés suivant un mécanisme consensuel qui semble aujourd'hui dépassé au vu des réalités. On a des difficultés à nous entendre aujourd'hui pour que la chaîne soit équilibrée. On s'est dit, il faut qu'on se retrouve en interne, comme on a déjà eu à le faire, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait envisager comme mesure interne en attendant de faire recours à d'autres instances qui pourraient nous aider. Et c'est ça qui prend du temps. Notre souhait, ce serait par exemple que l'État puisse nous soutenir en subventionnant par exemple le prix du produit fini au consommateur. Pour ce qui est de l'entretien des pistes, cela fait maintenant plusieurs années que l'opération se déroulait avec d'énormes difficultés, du fait des moyens limités, et s'est arrêtée faute de financement. D'où l'état de dégradation avancé de ces voies d'accès aux différentes zones de production. Ce sont les acteurs qui se cotisent pour entretenir ces pistes, notamment les producteurs. On fait une ponction sur leurs revenus, ainsi que les usiniers de la première transformation. Et donc, les moyens sont forcément limités. Donc, ce que nous faisons, on fait l'inventaire des pistes dans les zones de production, on fait une priorisation en fonction des moyens que nous avons. L'idéal, là aussi, aurait été que l'État nous vienne en aide pour soutenir la filière dans l'entretien de ces routes. Et ce n'est pas le cas. Le secteur du palmier à huile occupe une place de choix dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Le pays occupe le 5e rang mondial pour cette spéculation qui fait vivre 10% de la population. Le bien-être de tous, comment l'atteindre quand le rêve de chacun est d'acquérir un bien immobilier? Mais dans le pays, ce rêve peut vite se transformer en cauchemar. Entre arnaques et prix des terrains qui s'envolent, sommes-nous dans une bulle immobilière? À Abidjan, c'est le dossier de Stéphanie Poté, Échec bleu. 3e pourvoyeur d'emploi derrière le commerce et l'industrie manufacturière, se positionnant comme un secteur incontournable à la croissance du PIB ivoirien, selon le baromètre du GIBTP, le secteur de l'immobilier est aujourd'hui
l'un des plus dynamiques du pays, avec 26% de hausse entre 2012 et 2018. Une hausse qui n'est pas sans conséquence pour les futurs acquéreurs de biens immobiliers. À Abidjan, le prix du mètre carré d'un lopin de terre s'envole et varie en fonction des communes. Chou gras pour les agences immobilières qui pullulent ces dernières années. Actuellement, en Côte d'Ivoire, nous assistons à un boom de l'immobilier, comme vous le voyez, des constructions ça et là. C'est-à-dire qu'il y a assez d'investissements dans le domaine. Là, si on veut parler des quartiers les plus chers en mètre carré, on va d'abord parler du plateau. Cocody, maintenant on va vers Bingerville, qui est une zone d'avenir. À Cocody, dans cette agence immobilière privée, se tient une réunion pour trouver un site à un potentiel acheteur. Après la localisation, direction le site choisi. En ce moment, nous nous retrouvons à Bingerville, à Eloka, propriétaire de 80 hectares avec un ACD. Ici, nous cédons les lots de 400 mètres carrés à 15 millions. Donc les lots que nous avons sur ce site sont à partir de 15 millions et peuvent évoluer en fonction de la superficie et aussi de la position des lots. Parce qu'évidemment, les lots que nous vendons pieds dans l'eau, comme on le dit, n'ont pas la même superficie que les lots que nous avons en hauteur ici. Les Ivoiriens ont le souci d'acquérir des biens immobiliers parce que depuis la nuit des temps, tout le monde se rend compte qu'investir dans l'immobilier, c'est un bon investissement, c'est un investissement sûr. Malgré le fait qu'il y ait quelques personnes qui soient véreuses, mais aujourd'hui, on a beaucoup de professionnels. Oui, je suis très satisfait sur le site que je voulais. Il y a une belle vue, la dîner et tout ça. Vraiment, j'adore le site. Bien que les prix des terrains soient fixés en fonction de plusieurs facteurs, dont un baromètre de l'État et des travaux de viabilisation effectués sur le site, cela ne met pas forcément les acquéreurs à l'abri des supercheries. Dans le domaine de l'immobilier, les arnaques sont multiples. Pour les éviter, certains acheteurs préfèrent prendre conseil. Malgré ce boom de l'immobilier, la Côte d'Ivoire enregistre un déficit de plus de 400 000 logements par an. Il faut produire davantage pour combler ce besoin. Les réformes du ministère en charge de la construction et du logement visent à accroître la production du logement, mais surtout de crédibiliser le processus d'acquisition du bien foncier et immobilier. Hommes politiques, journalistes, enseignants, au total, ils sont 273 personnalités à avoir été distinguées ce mercredi pour leurs actions en faveur de l'école ivoirienne. Parmi ces personnalités, un journaliste de la NCI, comme nous le montrent Moussa Nikema et Fulgence Kissiedou. Personnalités politiques, hommes de médias, personnel éducatif, partenaires de l'éducation nationale, ils sont en tout 273 personnalités à être distinguées par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation au rang de commandeurs, de chevaliers et d'officiers du mérite de l'ordre de l'Éducation nationale pour leurs actions en faveur de l'école ivoirienne. L'école est l'affaire de tous. C'est pourquoi nous nous retrouvons autour d'elle pour honorer les différents acteurs de cette vaste chaîne de solidarité où chaque élément doit s'articuler harmonieusement avec les autres. Chaque jour, nous devons affronter ensemble les défis et les obstacles qui se dressent sur notre chemin pour l'atteinte de notre objectif, qui est la formation de ressources humaines de qualité pour le développement durable de notre pays. Maria Toukoné a tenu à mettre aussi un accent particulier aux agents retraités du ministère. Les récipiendaires de ces distinctions ont exprimé leur joie d'être reconnus. Nous en sommes les fruits et nous souhaitons que les enfants que nous avons aujourd'hui, les jeunes que nous avons, puissent aussi demain être des cadres de bon niveau, qui puissent prendre la relève pour assurer le développement harmonieux de notre pays. Après 40 ans de service dans l'éducation nationale, ce mérite-là est vraiment un honneur pour moi. Et je vous ai dit tantôt que je voudrais rendre grâce à Dieu, lui dire merci. Et parmi ces personnalités, Salif Yelekwe de la rédaction du journal de la Nouvelle Chaîne ivoirienne.
Dans le journal télévisé, on parle du quotidien des Ivoiriens. Également, on parle des maux de la société, des maux de l'école ivoirienne. Et si après tout ça, nous sommes distingués, c'est un sentiment de satisfaction, une satisfaction. Et ça nous encourage à travailler, à bosser davantage pour le rayonnement de l'école ivoirienne. Et nous dédions cette distinction à toute la direction générale de NCI, à la direction de l'information avec le directeur, à tous nos collaborateurs, du chauffeur au monteur, en passant par les caméramans. Ces distingués deviennent ainsi des ambassadeurs pour une école de qualité, comme l'a souhaité la ministre Mariatou Koné après avoir lancé les États généraux de l'éducation nationale. Et c'est bien une triste nouvelle pour la FESACI, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire. Elle a perdu son secrétaire général, le docteur-colonel Doya Mamadou, décédé des suites d'une longue maladie en Turquie. Une disparition qui touche profondément l'ensemble de la communauté syndicale, qui se rappelle de l'homme d'action qu'il était. Tim Bédanger. Le secrétaire général confédéral de la FESACI-CG, Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, Confédération générale, n'est plus. Le colonel des douanes a rangé définitivement l'arme le 2 octobre dernier. Avant l'ultime adieu sur sa terre natale de Kolia, place au piquet d'honneur du monde syndical. Occasion pour ses pairs, leaders des centrales et fêtières syndicales du pays, de s'incliner, avant de monter en épingle les faits d'armes de leurs défunts camarades. Nous avons vu arriver quelques personnes, mais vraiment des gens extrêmement courageux, puisqu'il n'y avait que les enseignants qui, dans leur milieu, faisaient le syndicalisme autonome. Mais les autres qui étaient dans l'administration publique, ce n'était pas facile. Et c'est en ce moment-là que Traoré Doya s'est levé et qu'il a mis en place le syndicat des douanes, et nous l'avons vu arriver comme représentant des douaniers auprès de cette fédération nouvelle. C'était un homme brillant qui nous disait toujours qu'au moment où nous menons la lutte pour l'ensemble de nos camarades, il ne fallait pas oublier d'étudier, de travailler, de se former. Le porte-parole de la coalition, pour sa part, met en épingle le sens de cet hommage syndical, meublé de piquets d'honneur et de témoignages. Il a travaillé professionnellement à accroître la richesse nationale. Il a travaillé syndicalement à permettre à l'ensemble des travailleurs de travailler mieux pour accroître cette richesse. Il mérite cet hommage. Cet hommage posthume met du baume au cœur des familles biologiques et syndicales, lesquelles s'engagent à demeurer les fiertés du défunt qui a consacré sa vie au mieux-être des travailleurs. Le syndicalisme a été sa passion. On l'a vu syndicaliste et on l'a vu mourir également aussi syndicaliste. De là où tu as un regard sur nous qui avons le devoir d'assurer la continuité de ton œuvre. Je voudrais encore une fois te témoigner ma loyauté et ma fidélité, en même temps que celle de tout le système de la FESACI-CG pour assurer tes arrières dans la dignité. Décédé à Istanbul en Turquie, le docteur-colonel Doya Mamadou Traoré va reposer sur sa terre natale de Kolia, dans la région de la Bagoué, vendredi 13 octobre 2023. Général Traoré Mamadou Doya, pour les jeunes de la FESACI, tu restes notre éclaireur, à jamais de nos cœurs. Du sport à présent avec le très attendu match amical de la Côte d'Ivoire contre le Maroc au stade Félix Houphouët-Boigny. Les billets sont en vente et la demande est telle que les populations se les arrachent comme des petits pains, comme a pu le constater Issa Koné et Tanguy Conan. Le mythique stade Félix Houphouët-Boigny rouvrira ses portes samedi après les travaux de réhabilitation, en prélude à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, que la Côte d'Ivoire accueille en janvier. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les lions de l'Atlas seront aux prises dans un match amical international, ce pour la 22e fois. À quelques jours de cette rencontre, les tickets s'arrachent dans différents points de vente, comme c'est le cas ici à Treichville, au siège de la Fédération ivoirienne de football. C'est une très belle fête, ça n'arrive pas assez souvent. Certains n'auront même pas la chance de vivre ça une seule fois dans leur vie. Et il est intéressant que pour nous qui avons cette chance-là, nous puissions pouvoir vivre le moment pleinement, quoi. Voilà. Et surtout que nous puissions aller pousser et galvaniser notre équipe nationale en vue de la victoire finale. Je dois rencontrer mes stars, mes joueurs préférés, là, ils viennent au stade, je dois les voir. Donc là, je vais les rencontrer comme ça. Je vais crier pour eux, même si c'est pour arriver à voir. Je suis confiant à 100%, à 200% même. Je ne vois pas comment Côte d'Ivoire va faire pour nous gagner aujourd'hui. Au-delà d'un match amical,
Il s'agit d'un retour dans le mythique temple du football ivoirien, le Félicia, tout un symbole. Mon souhait, c'est que la Côte d'Ivoire croise des équipes plus grosses pour que nous voyions notre capacité. Là, nous allons voir si nous pouvons arriver loin dans cette CAN que nous organisons. Avec l'entraîneur, il doit vraiment avoir une équipe type. Nous avons des attaquants, des milieux de terrain et la défense est bien costaud. Donc, il manque que ça. Je vais soit Cameroun ou bien Nigeria. Match ouverture même là, Côte d'Ivoire-Cameroun, c'est ce que je cherche. Si on rate Côte d'Ivoire-Cameroun, on prend Côte d'Ivoire-Mali ou Côte d'Ivoire-Nigeria. Nous, on n'est pas à peu près, hein. Après la rencontre avec les Lions de l'Atlas, les éléphants chausseront de nouveau les crampons pour affronter les Bafana Bafana le 17 octobre, dans le même stade. Dans l'actualité internationale, 72 heures, c'est l'ultimatum donné ce mercredi à la coordonnatrice de l'ONU au Niger. Les raisons expliquées dans ce récit de Pierre Dipomela. Louise Aubin, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Niger, a 3 jours pour quitter le Niger. Décision des militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum du pouvoir. Ils dénoncent notamment les entraves des Nations Unies à la reconnaissance internationale des autorités nigériennes par leur non-participation pleine et entière à la 78e Assemblée générale de l'organisation qui a eu lieu en septembre à New York. Le général Tchiani l'a signifié à travers une note à Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Le gouvernement décide d'ordonner à l'ambassadeur, coordonnateur résident du système des Nations Unies, son Excellence Madame Louise Aubin, de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter Niamey sous 72 heures. Cette décision intervient au lendemain de l'annonce par les États-Unis de la suppression de quelques 500 millions de dollars d'aide économique au Niger, et alors que la France commence à retirer ses soldats du pays à la demande des militaires au pouvoir depuis le 26 juillet. La coordinatrice des Nations Unies de nationalité canadienne avait été nommée à ce poste en janvier 2021. Son expulsion intervient après celle de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité. Les premiers soldats français quittent aussi le Niger dans un convoi terrestre sous escorte locale. Une autre exigence des généraux nigériens dès leur prise de pouvoir. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.